Alors le thème d'aujourd'hui, on m'a demandé de parler du burn-out, comment le traverser, comment aussi si possible l'éviter. Et j'en parle non pas en expert, mais en la personne de quelqu'un qui l'a vécu. Voilà. Alors quelques mots un peu introductifs. Il faut bien avoir conscience que c'est un phénomène assez massif. Il n'y a pas d'échelle officielle pour mesurer le burn-out chez les salariés, mais les études qu'on peut avoir indique qu'actuellement, 480 000 personnes en France seraient en détresse psychologique au travail. Et le burn-out concernerait 30 000 personnes. Voilà. Et en fait, on estime même qu'environ 12% de la population active serait en burn-out ou pré-burn-out. Enfin, en tout cas, serait dans une zone assez glissante pour vis-à-vis du burn-out. Voilà. Et ça n'épargne pas les prêtres, puisqu'actuellement, il y aurait 220 prêtres en France en burn-out. Alors, ça ne fait pas partie d'une maladie officiellement, pour l'OMS. On l'appelle aussi syndrome d'épuisement professionnel. Mais c'est vrai que ça n'a pas le statut de maladie, comme on a une grippe, comme on s'est tordu une cheville. Ce qui fait que c'est un peu difficile d'avoir des statistiques. C'est aussi difficile si vous allez voir votre médecin traitant en lui disant je fais un burn-out. En fait, il se peut qu'il ait jamais entendu parler de ça, même au cours de ses études. Voilà. En tout cas, il peut y avoir un décalage assez important. C'est assez mal connu. Et c'est d'autant plus mal connu qu'aujourd'hui, ça veut un peu tout dire et rien dire. On est un peu fatigué, on a marre du bureau. Je suis en burn-out. Voilà. On l'entend un peu à toutes les sauces. Ce qui n'aide pas forcément à prendre conscience de ce que c'est. Alors, je vous propose trois points. Ce qu'est le burn-out. Ensuite, un petit témoignage personnel. Et puis, dimension spirituelle et comment essayer de l'éviter. D'abord, ce qu'est le burn-out. Alors, si vous voulez un livre, il y a plein de choses, bien sûr. Mais il y a le père Pascalide qui a fait un bouquin en 2015, Le burn-out, une maladie du don. Voilà, c'est bien, c'est vraiment bien. Si vous voulez avoir une bonne introduction, c'est excellent. Attention juste à pas simplifier l'abord du burn-out. On peut avoir assez vite envie de dire t'es en burn-out, c'est ta faute, t'en as trop fait, t'as pas su dire non. Voilà, t'as pas su gérer. Enfin bref, c'est ta faute, quoi. T'as des cas t'y prendre mieux. Alors, c'est possible, mais je pense que c'est intéressant quand même de conserver l'idée qu'il y a une dimension de maladie et donc quelque chose qu'on subit. On est d'abord victime d'un burn-out avant d'être l'affreux qui a commis ce crime, d'être en burn-out. Okay, voilà. Ensuite, je disais qu'on peut l'appeler syndrome d'épuisement professionnel. Le truc, c'est que ça ne suffit pas du tout comme définition. Le burn-out, c'est pas juste d'être épuisé, d'en avoir trop fait. En fait, il y a 3 dimensions dans le burn-out. Première dimension, c'est l'épuisement, effectivement. Deuxième aspect, c'est un peu la dimension relationnelle. Et troisième aspect, c'est la disparition du sens de ce que l'on fait. Alors, l'épuisement, là, c'est évidemment dans le domaine professionnel. Ça peut s'étendre à d'autres choses. Les mères de famille aussi qui peuvent être concernées par ce genre de choses. On est vraiment allé au bout de ses forces, mais au bout du bout. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui... physiquement, un matin, leur réveil sonne et ils n'arrivent pas à sortir du lit. Mais c'est juste qu'ils n'ont même pas la force de mettre un pied par terre. Voilà. Alors, même physiologiquement, ça s'explique en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de stress pendant trop longtemps que les glandes surrénales qui produisent les hormones du stress, cortisol, tout ça, en fait, elles sont épuisées, elles ne peuvent plus rien produire. Voilà. Donc, il n'y a plus du tout d'énergie. Donc, un épuisement complet. Moi, j'ai expérimenté le fait de pas devoir marcher avec une canne, mais disons, vous voyez, quand on voit des personnes de 95 ans qui s'arrêtent au bout de 50 mètres, il y a ça, quoi. Il y a ça. Donc évidemment, la cause, c'est qu'on s'arrête plus. On s'arrête plus, on prend plus de repos, même le repos, on fait des choses, enfin voilà, et on dort plus également. Deuxième aspect, les problèmes relationnels. Alors ça, c'est peut-être moins connu, on pense juste c'est le fait d'en faire trop, mais non. En fait, moi je connais des personnes, c'est même ça, en fait, la dimension principale.
le fait de plus pouvoir s'entendre avec supérieur hiérarchique, ou pouvoir s'entendre avec telle ou telle personne, ou un harcèlement, hein, ou une difficulté profonde récurrente, hein, pas forcément un truc coupable, mais c'est juste quelque chose qui s'installe. Voilà, et donc comme cause, et puis aussi comme expression, c'est-à-dire que soi-même on n'est plus capable d'avoir une relation apaisée, saine, qui sait gérer les problèmes de façon paisible, normale. Voilà. Alors là, cet aspect-là, on l'appelle aussi le désengagement, la dépersonnalisation. Hein, dépersonnalisation, si vous cherchez des choses sur le burn-out, vous verrez ce terme. On peut l'exprimer aussi sous le terme de cynisme. En fait, on devient cynique, on n'est plus capable d'aucune compassion envers les gens qui nous entourent. Troisième aspect, disparition du sens de ce que l'on fait. Alors ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que le burn-out touche en priorité des professions d'aidants, des professions qui a priori ont un sens très fort. Hein. L'ouvrier à la chaîne, c'est pas passionnant ce qu'il fait, et du coup il n'investit pas énormément sur enfin je veux dire, bon voilà, ça n'a pas d'intérêt particulier. Une infirmière, un médecin, un psychologue, un prêtre, vous mettez toutes les métiers, toutes les activités un peu d'aidant, qui a priori ont une forte valeur ajoutée d'accomplissement personnel, eh bien sont paradoxalement les domaines où le risque est le plus important. On a beaucoup investi dans ce qu'on faisait, et puis en fait, il y a comme un décalage, comme si le retour par rapport à l'engagement qu'on avait pu prendre était trop médiocre, comme tout ça pour ça, quoi. Hein, voilà. Et d'ailleurs, par rapport à ça, on estime que 50% des gens qui font un burn-out changent de métier après. Hein, voilà, pour en trouver quelque chose qui... alors, a du sens, non pas que ce qu'ils faisaient avant n'en avait pas, mais en tout cas quelque chose qui leur parle mieux et qui les aide, quoi. Un point que je rajoute par rapport à ça, bien distinguer burn-out de la dépression. Hein, parfois, on mélange un peu les deux termes, ça n'a rien à voir. Hein, alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des moments dépressifs quand on est en burn-out, okay, mais c'est vraiment très différent. Dépression, pour simplifier, on n'a plus de goût pour rien, et puis finalement, si on mourait, ça serait pas plus mal. Burn-out, on a juste envie de vivre, on a des tas de projets, on a des tas de choses qu'on veut faire, on est hyper motivé, on peut même être... moi, je sais, des moments, j'arrivais à rien faire, mais j'étais hyper heureux. Voilà. Donc, c'est pas du tout la même chose. Hein. On aurait envie de faire des choses, mais c'est juste que le corps peut plus. Voilà. Hein, le corps peut plus. Alors, encore une fois, peut y avoir des liens, peut y avoir des moments, effectivement, on peut plus, justement, c'est un peu lourd, et du coup, ça bascule un peu en dépression, mais c'est vraiment différent. Alors, maintenant, un petit témoignage personnel. Alors, déjà, et puis qui développera certains points, hein. Cause et signe avant-coureur. Hein. En fait, burn-out, c'est pas du jour au lendemain. Hein, c'est quelque chose qui s'installe progressivement et dont d'ailleurs on peut être plus ou moins conscient. Hein. Dans ce livre-là, vous trouverez un test MBI d'une certaine Christina Maslar, qui est le test un peu officiel pour savoir si on est en burn-out. Si vous allez voir un psy, il y a de fortes chances qu'il vous fasse passer ce test-là pour savoir si vous êtes vraiment en burn-out. Bon, et moi j'avais déjà fait ce test en lisant ce livre 1 an avant et j'étais dans le rouge pour tout. Vous voyez, donc je savais très bien qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais en fait, on ne veut pas voir, ou si on voit, on ne sait pas quoi faire, et puis on ne se sent pas d'arrêter. Hein, on ne se sent pas d'arrêter. Donc justement, vous voyez, par rapport aux 3 causes, je vous disais l'épuisement, c'est vrai que je m'arrêtais plus. Normalement, comme prêtre, le lundi, on s'arrête, mais oui, sauf que quand il y a le caté à 8h30 le mardi, et qu'on n'a pas préparé, on va faire ça le lundi après-midi. Puis si le lundi matin, il y a une réunion de prêtre, ceci, cela, vous voyez, donc finalement, bon. Voilà, et puis, en fait, d'avoir des journées non-stop, quoi.
7h, 23h, puis vous savez aussi, hein, on termine quelque chose, pas pour autant que le cerveau, pas les questions maintenant s'il vous plaît, le cerveau continue à ruminer. Voilà, donc il y a cet aspect-là, et puis aussi la dimension de sommeil, hein, j'arrivais plus forcément à bien dormir, et puis à pas prendre suffisamment de sommeil. Dimension relationnelle, ben oui, effectivement, elle a été compliquée, alors je ne rentre pas dans les détails, voilà. Bon, les gens ne se rendent pas forcément compte, enfin ben, peu importe, mais toujours est-il que ça a été un élément assez important pour moi. Et puis je sentais bien aussi qu'à la fin, je devenais extrêmement irritable. Et puis la dimension du sens, ben aussi, moi c'est quelque chose que j'ai vécu, hein, évidemment, j'ai choisi d'être prêtre et tout ça, mais il y a des aspects du ministère dans lesquels je ne me retrouvais pas. Voilà, très clairement. D'autres, je m'éclatais beaucoup, j'aimais beaucoup ça, mais d'autres aspects, vraiment, ça n'allait pas. Et alors, ce qui a été un peu la goutte d'eau, c'était la période Covid. Période Covid, en fait, c'est très simple. Moi, j'en ai profité pour faire encore plus. Hein, parce que tout ce que je faisais, je l'ai continué, donc avec les visios et tout ça, hein, on a tous découvert ces choses-là ou développé ces choses-là. Parce qu'en fait, ou alors par mail, sauf que préparer une séance de caté et envoyer un mail aux parents expliquant comment faire la séance, etc., en fait, c'est juste 3 ou 4 fois plus de travail. Donc il y a ça, et puis il y a aussi le fait que comme tout s'était arrêté, moi je m'étais dit, c'est formidable, on a des tas d'agendas papier, on va informatiser tout ça. Voilà. Vous savez qu'informatiser une structure, en fait, c'est quand même un projet assez complexe, qui prend pas mal de temps et tout. Donc je me suis lancé là-dedans, alors ça a très bien marché, hein, mais le truc, c'est que c'était encore des choses supplémentaires. Voilà. Après, il y a des choses paradoxales, vous voyez, on dit souvent, oui, il faut avoir un équilibre de vie, faire du sport et tout. Alors moi, je faisais du sport, mais sauf que du coup, c'était aussi dans l'optique performance. Vous voyez ? Non ? Donc en fait, c'était pas vraiment de la détente. Alors, ce qui a été un peu la fin du truc et qui m'a fait que je me suis arrêté, donc je sentais que j'allais pas bien, hein, donc j'ai demandé à mon curé de m'arrêter 5 jours, partir 5 jours, donc je suis parti me reposer 5 jours, ça m'a fait du bien, je suis revenu, 3 semaines après, pareil, voire pire, je repars 5 jours, et là en revenant, je suis encore plus fatigué que comme j'étais parti. Voilà. Donc là, je me suis dit, c'est pas possible, puis je m'étais à pleurer, enfin bref. Et donc là, heureusement, moi, ce qui m'a vachement aidé, c'est que j'ai une amie qui est psy. Et donc là, je me suis dit, il faut que je l'appelle, pour savoir un peu, qu'est-ce qu'il en est. Je me doute bien, mais enfin, quand même. Et puis moi, dans ma tête, c'est pas compliqué. Là, on était mai-juin. Bon, je réduis la voilure jusqu'à juin. 2 mois de vacances l'été, puis c'est reparti. Et là, elle me dit, ah non, ça va pas être ça, Sébastien. En fait, tu vas t'arrêter au moins 6 mois, peut-être 1 an, voilà, puis je vais te faire un papier pour ton vicaire général, ton médecin traitant, pour avoir tout ça. Voilà. En fait, on n'a pas envie de s'arrêter. Hein. On se dit, oui, on va se reposer 15 jours, puis ça va aller. Mais non, en fait, c'est beaucoup plus profond. Hein, c'est beaucoup plus profond. Et heureusement qu'elle m'a aidé à m'arrêter, hein, parce que justement, j'ai pas eu à aller jusqu'à ne pas pouvoir sortir de mon lit. Voilà, parce qu'évidemment, plus on s'arrête tôt, plus ça se gère facilement. Hein, plus on s'arrête tard, plus ça prend beaucoup de temps pour en sortir. Eh bien, voilà. Alors, le temps de la traversée. Alors, en fait, il faut déjà lâcher. Donc moi, de fait, pendant l'été, je n'étais plus à la paroisse, mais j'avais encore mes affaires à la paroisse. Et en fait, j'ai pu effectivement lâcher qu'en gros, 3 mois après m'être arrêté. Voilà. Prendre 3 semaines de retraite au fin fond des Pyrénées, avec personne. Juste pour psychologiquement lâcher prise et arrêter de ruminer les choses. Voilà, moi ça m'a pris 3 mois. Voilà. Ça m'a pris 3 mois. Et à partir de là, physiquement, j'ai pu aussi relâcher et donc plus être capable de rien faire. Voilà. Après, donc il y a la première phase un peu de lâcher. Voilà. Puis après, il y a la reconstruction des forces physiques et mentales et qui prend du temps. Hein. Moi, il m'a bien fallu 6 à 8 mois pour ça, voilà, pour de nouveau retrouver la capacité de faire un certain nombre de choses. En fait, moi, concrètement, donc j'étais 2 ans hors de Paris.
avec 1 an et demi à Notre-Dame-du-Lot, peut-être certains connaissent le sanctuaire, où j'ai pu me reconstruire, mais c'est sûr qu'au départ, je faisais à peu près rien, à part célébrer une messe de temps en temps, assister aux offices, mais voilà, puis petit à petit, j'ai pu reprendre davantage, avec quelque chose d'assez intéressant que je vous livre, et ça, moi je suis très reconnaissant au recteur de l'époque, qui m'a dit 2 choses en arrivant. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu aimerais faire? C'est la première fois qu'on me posait la question, en fait. Donc, bon, je crois que ça dit quelque chose, voilà, de faire quelque chose où on a du goût. Et puis, la deuxième chose, donc, qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce qui te correspond, quoi, qu'est-ce qui te correspond? Et la deuxième chose, parce que je lui dis, ben voilà, moi, j'aimerais bien faire ça, mais sachez que, en fait, peut-être que je vous dis ça, mais demain matin, je ne serai pas en état d'assurer l'affaire. Eh bien, non, mais t'inquiète pas, si tu peux pas, moi, je te remplace au pied levé. Voilà. Donc c'était une condition extraordinaire. Mais vous voyez la dimension de faire quelque chose qui me correspond et en enlevant la pression. En enlevant la pression. Parce qu'en fait, avant, c'était il faut faire et donc on fait quoi. Donc peu importe si ça me correspond ou pas. Et peu importe si... Enfin non, et plutôt... Et je le fais avec une pression énorme. Une pression colossale. On parle aussi d'hyperstress. Vous voyez, de vivre uniquement avec le stress. Voilà. Aussi dans cette période de reconstruction, accepter les hauts et les bas. Voilà, parce qu'il y a des périodes ça va super bien. Et des périodes, en fait, ça va super mal. Et c'est pas parce que ça va super bien pendant un mois que forcément le mois d'après, ça va continuer. Enfin, c'est pas linéaire, quoi. Vous voyez. Et puis on a des réserves d'énergie très faibles, c'est-à-dire qu'on peut être hyper en forme pendant une demi-heure, donc on discute avec quelqu'un et il trouve que on est super en forme, quoi. Et sauf qu'en fait, le reste de la journée, on n'est plus capable de rien faire. Voilà. Ce qui fait aussi que c'est très difficile pour l'entourage de comprendre ce que l'on vit. Ça, c'est quelque chose à savoir. Je pense que si on n'a pas soi-même expérimenté le burn-out, ou si on n'a pas connu quelqu'un ou si on ne s'est pas vraiment intéressé à l'affaire, c'est compliqué de comprendre ce que vit la personne, surtout que la personne a beaucoup de mal à décrire ce qu'elle vit. Voilà, parce qu'il y a des moments où on va super bien, quoi. Donc oui, puis se présenter comme malade, en fait, c'est pas très agréable, donc on a plutôt envie d'être sympathique, d'avoir une discussion agréable, ceci, cela, quoi. Voilà. Et donc, on peut donner l'impression qu'en fait, on est guéri, mais pas du tout. Voilà, donc c'est voilà, compliqué, on a du mal à dire ce que l'on vit, et du coup, si vous connaissez des gens qui sont en burn-out, voilà, il y a beaucoup de délicatesse, et si vous ne comprenez pas tout, c'est normal, quoi. Voilà. Et les amitiés aident beaucoup aussi pour en sortir. C'est un point qu'on souligne souvent. Alors, quand on est malade, souvent on est seul. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience-là. Voilà, même des gens qu'on voit souvent, pas qui vous aiment plus, mais il y a aussi cette pudeur de mais je veux pas le déranger, je veux pas, voilà. Alors c'est vrai, il y a des gens qui sont absolument envahissants, on a juste envie de leur dire laisse-moi tranquille. En même temps, un petit message, au fait, je pense à toi, si tu veux qu'on se voit, voilà, une ouverture, puis si la personne ne veut pas qu'on se voit, on se voit pas, Voilà, mais au moins, vous voyez, en tout cas c'est important, et moi je sais que ça m'a beaucoup aidé, puis aussi de reconstruire des amitiés, parce que forcément, ça faisait 2-3 ans que je voyais plus personne. Quand on s'arrête plus, on n'a plus le temps de voir ses amis. Donc, voilà, de reconstruire un peu les amitiés, et ça aide énormément. Voilà. Voilà, et maintenant, je peux dire que ça va. Le truc, c'est que quand même, on est marqué. Je sens que je ne peux pas faire autant de choses qu'avant. En même temps, je sais qu'il ne faut pas que je fasse autant de choses qu'avant. Voilà, puis surtout, on apprend à se connaître. Bon, je développe pas plus. Dernier point. Ça va faire bientôt 20 minutes, je pense que je parle, ouais. Dimension spirituelle, conseils pratiques pour l'éviter. Dimension spirituelle, alors moi j'ai toujours eu la chance de me considérer toujours dans la main de Dieu. Voilà. Ça m'a bien aidé, j'ai toujours prié. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des moments difficiles. Pas eu de culpabilité non plus par rapport à ce que j'avais pu faire, parce que c'est vrai que j'avais fait beaucoup de choses, mais en même temps, c'était pour le bien, quoi. Ensuite, après, c'est sûr que s'il y avait des choses que je devrais refaire, je ne les ferais pas forcément de la même façon. Voilà.
Ce qui est sûr, c'est que on sort grandi quand même. Hein. Enfin, on a une expérience humaine, on se connaît soi-même. Et puis, beaucoup de grâce. Enfin, moi, il y a des choses que j'ai vraiment découvertes à cette époque-là. Et le temps à Notre-Dame-du-Lot, par exemple, m'a permis, même comme prêtre, en fait, de découvrir certaines choses. Et puis, des choses du ministère qui me conviennent. Voilà. Avec aussi, et ça, je pense que c'est très important, notamment pour éviter le burn-out. Vous voyez, en théologie chrétienne, il y a toujours la grâce de Dieu et notre action personnelle. Hein. Il y a besoin des deux, hein, parce que c'est pas en disant juste un je vous salue Marie que tout arrive tout cuit dans l'assiette. Hein. Et en même temps, Jésus nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Hein. Donc, il y a cette articulation entre action de Dieu et action de l'homme qui est en fait essentielle. Mais il ne faut jamais oublier que la grâce est toujours première. Hein. Dans la première lettre de Saint Jean, nous nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Hein. Et donc, en fait, moi, ça m'a permis vraiment de découvrir ça profondément. C'est-à-dire que, oui, j'ai à agir, mais ce que j'ai à faire, j'ai d'abord à le recevoir de Dieu. Hein. Pas d'abord moi à construire des trucs, mais d'abord à recevoir de Dieu. Et même, en fait, vous voyez, c'est le passage de « Seigneur, bénis ce que je fais » à « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Voilà. Et le bon Dieu, il est... c'est pas un maître exigeant. Nous sommes extrêmement durs envers nous-mêmes. Hein. Et Dieu, c'est un bon Père. Voilà. Et aussi, beaucoup travailler sur la paix intérieure. Hein, travailler sur la paix intérieure. Bon, voilà, je ne développe pas trop. Bon, si vous voulez des choses par rapport à ça, je mettrai cette vidéo sur ma chaîne YouTube et celle de la paroisse. Et sur ma chaîne YouTube, là, il y a pas mal de vidéos aussi. Voilà. Apprendreaprier.net, si vous voulez voir, apprendreaprier.net. Je termine avec quelques conseils pratiques pour éviter le burn-out. Déjà, se connaître. Est-ce qu'on est plutôt perfectionniste ou plutôt paresseux? Alors, si on est paresseux, a priori, on risque pas trop. Hein, voilà. Si on est un peu perfectionniste, mode concours, vous savez, hein, ceux qui ont fait des grandes écoles, machin, mode concours, et voilà, il y a une prédisposition, il faut le savoir. Hein. Aussi, est-ce que je prends tout à cœur et personnellement? Ouais, il m'a dit ça, mais en fait, il a dit ça, ok, mais peut-être qu'il n'était pas de bonne humeur, puis c'était pas par rapport à toi, puis en fait, enfin, vous voyez, hein, est-ce que forcément, si on prend tout à cœur, c'est, voilà. Pareil, l'efficacité. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur, ma spécialisation à la fin, c'était l'amélioration des rendements. Voilà. Donc, l'efficacité, c'est bien, mais quand ça permet d'être détendu. Hein, vous voyez, c'est ça l'enjeu. Hein. Aussi, est-ce qu'on est un peu le sauveur du monde? Alors évidemment, on se présente jamais comme ça, mais c'est plus subtil. Il y a telle personne qui a un besoin, je sais que potentiellement je peux faire quelque chose pour elle, et du coup c'est insupportable de penser que je pourrais ne pas faire ce bien-là. Vous voyez, hein, c'est terrible ça, parce qu'on se dit, mais je pourrais l'aider. Mais oui, mais c'est qu'en fait, c'est juste que tu n'as pas le temps, tu ne peux pas. En fait, on ne te le demande pas. Vous voyez? Alors, il ne faut pas tomber dans la paresse, hein, évidemment. C'est pour ça que Pascalide, à la fin, il dit oui. Alors, tout l'enjeu, après, c'est d'arriver à se donner. Parce qu'on s'est tellement donné qu'à la fin, non, mais c'est bon, hein, moi, c'est fini. Ne me demandez plus rien. Hein, je dis non à tout. J'ai dit oui à tout, je dis non à tout. Donc, non, c'est pas ça. Mais vous voyez, un peu ce côté... accepter qu'on ne peut pas tout faire, accepter que même il y a du bien qu'on pourrait faire, en fait, il vaut mieux ne pas le faire. Accepter que dire un non, c'est pour dire un meilleur oui ensuite. C'est pas de la paresse ou de l'égoïsme, c'est juste que, en fait, si je fais ça, je vais être épuisé, donc demain, je vais pas être capable de faire mon devoir d'état, par exemple. Vous voyez, hein, vous sentez un peu l'affaire. Autre conseil pratique pour éviter le burn-out, la cesse du repos. Alors, je vous le dis cash, si vous dormez moins de 7h30 par nuit, vous êtes en danger. Voilà. Et dites pas, oui, moi, il me faut 5 heures, ça va. Alors, effectivement, il y a 2 à 3% de la population qui, effectivement, n'a pas beaucoup besoin de dormir. Mais si vous faites partie des 98% de la population, en fait, vous avez besoin de dormir. Voilà. Hein, voilà. De dormir, de vous arrêter. Hein, donc, un jour par semaine, un week-end par mois, des vacances, etc. Savoir aussi, le soir, on arrête, le week-end, on arrête. Hein, c'est pareil, vie professionnelle, vie personnelle, savoir se détendre sans les écrans. Ça, c'est, je pense, un des grands enjeux de notre époque, hein, se détendre sans écran. L'équilibre de la famille, des amis, hein, voilà.
faire quelque chose qui a du sens. Alors, si vous voulez, un truc par rapport à ça, je ne sais pas si vous connaissez Jean Montbourquette, donc un prêtre canadien qui est décédé il n'y a pas très longtemps et qui a écrit plusieurs bouquins, et un, moi, qui m'a fait beaucoup de bien, c'est « À chacun sa mission ». À chacun sa mission. Et c'est en fait un livre à vivre pour savoir ce pourquoi on est fait. Voilà. Et puis on écrit ce pourquoi on est fait. Alors ça peut donner des choses très étonnantes, mais c'est pas parce que c'est étonnant que c'est pas réaliste. Voilà, je pourrais vous témoigner des choses là-dessus, mais voilà, j'ai pas trop le temps. Deux choses pour terminer. Pascalide souligne maladie du don. En fait, pour se donner, il faut qu'il y ait 2 temps avant. Il faut recevoir et il faut intégrer ce qu'on a reçu. C'est-à-dire concrètement, pour donner un exemple, il y a des gens, vous pouvez les inonder de compliments, ils continueront quand même à se plaindre que personne les aime. Ils reçoivent, mais ils n'intègrent pas. Vous voyez ? D'où la dimension d'action de grâce, de louange, de dire merci, etc., de gratitude. Hein, un terme très à la mode, mais qui est en fait très puissant. Et donc, recevoir, c'est sûr qu'il faut accepter de se faire du bien, et puis aussi intégrer ça, le goûter, le savourer, pour ensuite pouvoir donner. Et la dernière chose, le dernier conseil, hein, si vous voulez un conseil, le conseil ultime pour éviter le burn-out, vous savez ce que c'est ? Dormir. Voilà. Je m'arrête là. Ce que je vous propose, c'est qu'on ait un temps de questions. Oh ben, oui, alors je peux donner cet exemple, surtout que lui-même en témoigne assez facilement. Enfin, moi j'ai un ami voilà, qui a fait même des études d'ingénieur, qui était dans une entreprise énergétique. Et voilà, quoi, ça marchait bien, mais il n'était pas hyper épanoui. Bon, enfin, ça se passait bien, quoi, sans plus. Et puis, il travaille pas mal sur lui-même, et puis donc notamment avec ce livre. Et puis, en gros, ce qu'il écrit, comme ce qui lui convient, c'est être directeur d'un centre spirituel où il y a des choses proposées pour les jeunes avec une dimension écologique. Donc quand même un peu différent, quoi. Et puis surtout, vu son niveau de salaire, directeur de centre spirituel, enfin actuellement, sur le marché, c'est pas forcément ce qui paye le plus, quoi, vous voyez. Et il a trouvé. Alors ça s'est pas fait tout de suite, hein. En fait, il écrit ça, puis il y a une offre qui se propose, finalement, c'est quelqu'un d'autre qui est pris. Et 3 ans après, le poste se libère et il peut l'avoir. Et il est hyper heureux. Ouais. Voilà, donc un exemple. Oui, effectivement, oui. 3 ans. 3 ans. Mais bon, voilà, c'est pour dire que c'est pas... Enfin, il aurait pu se dire, bon, j'ai essayé une fois, c'est fini, je laisse tomber. Non, en fait, finalement, ça a marché, quoi. Voilà. Monsieur, vous avez une question d'avant ? Quel signe on peut repérer dans les gens de notre entourage pour détecter qui ils sont de... Ouais. Moi, je dirais, on peut regarder les 3 critères là qui sont donnés. Hein. Donc, l'épuisement, est-ce que la personne est crevée ? Est-ce qu'elle s'arrête ? Est-ce qu'elle prend ses vacances ? Est-ce qu'elle prend ses congés ? Est-ce qu'elle arrive à dormir ? Voilà. L'aspect relationnel, c'est-à-dire qu'il y a une telle tension que les relations humaines deviennent extrêmement tendues, extrêmement compliquées. La personne peut devenir extrêmement irritable pour la moindre chose, quoi. Voilà, puis la perte de sens, alors ça, c'est peut-être plus compliqué à discerner, mais peut-être la personne qui parlait de son travail de façon extrêmement positive, puis, puis finalement, plus trop, quoi, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais je pense en tout cas, ne serait-ce que la fatigue et puis l'irritabilité, c'est-à-dire que, en fait, ce qui est compliqué, c'est que, on pourrait dire que le burn-out, c'est la maladie des gens qui vont bien. C'est-à-dire que tout réussit. Tout réussit. Moi, j'étais le jeune vicaire qui marchait bien, qui faisait des tas de projets, et pour qui tout se passait bien. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément évident à voir. Pas forcément évident à voir. Donc, un peu ces 3 critères-là. Je sais pas si je réponds très clairement, mais... Non, mais déjà, si la personne, est-ce qu'elle sait s'arrêter, quoi ? Est-ce qu'elle sait s'arrêter ? Est-ce que ça dit oui ? Puis, est-ce qu'elle est heureuse dans ce qu'elle fait aussi, en fait, hein ? Voilà, est-ce qu'on a l'impression qu'elle est contente d'aller au boulot ? Ou est-ce que elle le fait parce qu'il faut le faire ? Alors, elle va dire que tout va bien, mais en fait, voilà. Mais c'est pas évident, hein. C'est pas évident.
Oui. Oui, juste pour rebondir sur votre question, les signes vraiment concrets, pratiques, du point d'inflexion, à partir du moment où vous ne pourrez plus vous lever le matin, Ouais. est-ce qu'il y a des signes un peu d'alarme pour se dire voilà maintenant il faut que j'arrête ou bien ça reste comme ça? Alors, moi, le test dont je vous ai parlé, sur Internet, vous le trouvez très facilement. Et je vous invite vraiment à le faire. C'est pas du tout compliqué, il y a 20 questions, voilà, et puis on répond. Est-ce que ça m'arrive chaque jour, tous les mois, toutes les semaines, machin. C'est extrêmement simple, on a la réponse tout de suite. Sur la vidéo, je mettrai dans la description là, un lien, par exemple. Donc déjà, faire le test. Déjà, ça, je pense... Enfin, moi, je l'avais fait un an avant, enfin, j'aurais dû, normalement, un peu m'alerter, quoi. Voilà. Donc ça... après, ben, personnellement, non mais ça rejoint un peu la même chose. C'est-à-dire est-ce que j'arrive à m'arrêter et puis peut-être aussi cette dimension de stress par rapport à ce que je fais. Ouais. Quelle est ma tension intérieure par rapport à l'activité que je fais? Ouais. En fait, on pourrait dire que l'opposé du burn-out, hein, c'est d'être heureux dans son boulot, hein, d'aimer ce qu'on fait, de savoir s'arrêter. Voilà, mais il y a un moment pour le travail, un moment pour soi, un certain équilibre de vie. Donc c'est à l'inverse, quoi. Alors le truc, c'est qu'effectivement, il n'y a pas forcément un signal, pof. Voilà, il y a un côté un peu diffus, puis qu'on ne veut pas forcément voir, comme je disais. Hein, donc, c'est pour ça qu'un test objectif, au moins, voilà, ça permet de clarifier les choses. Enfin, oui. Et d'affiner aussi, hein, parce que, par exemple, un ami qui se pose des questions, est-ce que j'ai un burn-out, tout ça, je lui dis, fais le test. Alors c'est intéressant, donc sur 2 domaines, il était dans le rouge, mais un pas du tout. Donc, il n'est pas en burn-out, il y a une vraie question qu'il faut qu'il traite. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut qu'il traite. Mais c'est pas exactement ça, quoi. Et donc, du coup, pas non plus la même gravité, donc, du coup, pas forcément la même nécessité de s'arrêter tout de suite. Vous voyez, c'est sûr que c'est un peu subtil. Parce que le fait de devoir s'adapter constamment et que ça coûte beaucoup, je sais pas, moi, j'aurais... Enfin, bon, déjà, je suis pas spécialiste du burn-out et je suis pas psy, tout ça, non, mais voilà, mais après, j'aurais tendance à dire que, c'est un peu dans la lignée de ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que c'est difficile d'avoir juste un point, c'est quand même un package, quoi, c'est un package assez global. Parce qu'on peut être épuisé sans que ce soit un burn-out, on peut ne plus du tout aimer ce que l'on fait sans que ce soit un burn-out, on peut ne pas s'entendre avec son chef sans que ce soit un burn-out, vous voyez. Donc c'est quand même une conjonction de plusieurs choses. Voilà. Ouais. Alors c'est une bonne question. Hein. De fait, je pense que certains responsables peuvent dire là, tu aurais besoin de te reposer. Et je pense que ça peut être vraiment utile quand on sent que la personne est sous l'eau, etc. Tu prends tes RTT que tu n'as pas pris depuis 3 ans. Voilà, donc je pense qu'il y a ça. Après c'est compliqué aussi parce que le responsable, je disais aussi, c'est la maladie des gens qui vont bien, donc la personne est performante. Bon, elle a l'air un peu fatiguée, mais enfin, tant qu'elle fait le boulot, ça va. Hein, donc, ça peut être très, très pratique. Voilà, malheureusement. Après, effectivement, l'idéal, c'est que on puisse avoir une discussion franche avec son chef, quoi, de pouvoir lui dire, là, je peux plus ce dossier. En fait, non, c'est juste que j'ai pas les compétences. C'est juste, alors après, on fait comme on peut hein, dans les situations, mais je pense que l'idéal, c'est effectivement d'avoir cette relation de confiance, quoi. On peut lui dire les choses. Je pense qu'il faut toujours parler. Oui, puis on est aussi responsable du travail qu'on lui donne, quoi. Est-ce qu'on va encore lui rajouter un truc, ou est-ce que peut-être on va lui dire, non, finalement, ça tu devais faire, mais peut-être que c'est pas... Enfin... Ouais. Oui. Combien de temps ça peut durer un burn-out? Eh bien, moi, je sais pas. Moi, ce que je voulais partager, c'est que... en gros, il m'a fallu 2 ans pour revenir à Paris, mais c'est pas pour autant que j'ai rien fait pendant 2 ans. Voilà, donc il y a eu une reprise assez progressive. En gros, quand même, pendant 1 année, j'étais pas bien frais, quoi. Hein, même si la fin de l'année, je pouvais recommencer à faire des choses, mais voilà. Après, il y a des hauts et des bas, et puis il y a aussi des phases. Enfin, moi, je disais, il m'a fallu 3 mois pour juste lâcher, quoi.
Et puis après, bien 6 mois pour redémarrer quelque chose. Voilà, et puis après, la deuxième année, ben, je refaisais des choses, mais à un rythme assez adapté, quoi. Voilà, après, je sais pas dire.